Dans mes souvenirs, écrivit Jean Cocteau, dans Portrait souvenir, il m'est impossible de passer le collège sous silence. Ah, ma grande honte, car j'étais l'exemple du mauvais élève, de l'élève incapable d'apprendre et de retenir quoi que ce soit. Mes prix de gymnastique, d'allemand et de dessin donnaient un relief extraordinaire à mon inconduite et l'entouraient, pour ainsi dire, d'un cadre d'or. Si je ferme les yeux, mes souvenirs de collège sont nuls et sinistres. Réveil de guillotine, larmes, cahiers sales, livres entr'ouverts en hâte, taches d'encre, coups de règle sur les doigts, craie qui grince, retenue du dimanche. Ma pauvre famille se désespérait et essayait tout. Né à Maisons-Laffitte, le 5 juillet 1889, dans une famille bourgeoise, orphelin de père dès l'âge de 10 ans, Jean Cocteau, enfant, est élevé par sa mère et par son grand-père maternel dans un milieu cultivé, mais comme il le dit lui-même, il ne brille guère à l'école. Chassé du lycée Condorcet pour indiscipline, il se retrouvera dans une boîte à Bachot chez un certain monsieur Dietz, au Val d'André, pour une préparation intensive au baccalauréat, mais il s'y sent mal à l'aise et il se laisse aller à la déprime. Jean Cocteau se cherche. Il ne sait pas encore quelle est sa vraie nature, rêve déjà de gloire littéraire et commence à ressentir douloureusement l'étau dans lequel sa mère l'enserre, car il l'adore et lui dissimule son mal-être et son bouillonnement intérieur sous une apparence décontraction et sérénité. C'est sans doute l'une des raisons pour laquelle, lui qui, contrairement à d'autres poètes, contrairement à Rimbaud, ne reniera jamais le cocon familial, fera pourtant une fugue à l'âge de 17 ans, qu'il rapportera plus tard dans un entretien en 1963 avec Roger Stéphane. Une fugue à Marseille. Pourquoi Marseille, allez-vous me demander? Sans doute parce que la cité phocéenne représentait pour le jeune garçon la porte ouverte sur l'aventure, les voyages qui faisaient rêver, la découverte d'un monde excitant et inconnu, et sans doute aussi la rupture avec le confort bourgeois qui le berçait depuis sa plus tendre enfance. Par ailleurs, Marseille possédait une connotation particulière dans le milieu lettré parisien du fait de son passé prestigieux du temps où elle était une ville grecque et s'appelait Massalia. De tout jeune, grâce à son grand-père féru des œuvres d'art et d'antiquité grecque, le petit Jean fut baigné dans la mythologie et l'histoire de la Grèce antique. Celle-ci sera d'ailleurs très présente dans ses films Orphée et le Testament d'Orphée, ou encore dans Oedipus Rex de Igor Stravinsky, dont il écrivit le livret en 1928. Arrivé dans la cité phocéenne, le jeune Cocteau a l'impression de débarquer sur une terre inconnue. Voyage en terre inconnue. Il se sent déconcerté, désorienté dans cette ville gigogne, tour à tour coincé et libéré par la mer, et se perd sur les quais d'un port grouillant d'une foule bigarrée et truculente. Ce port déconcertant qui allie les délices obscures de la voie sans issue à ceux échevelés du départ sans limite, pour reprendre la formule pittoresque de Jean Kéayan. Ce port mythique et irréel, avec sa forêt de mâts et la masse imposante et majestueuse du pont transbordeur, qui l'enjambe allègrement. Et pour lui, cette ville, c'est soudain la découverte d'un nouveau monde, fascinant et effrayant à la fois. À cette époque, écrira Marcel Pagnol, des charrettes et des fiacres roulaient dans les rues, et quand une auto arrivait, on l'entendait venir de bien loin. Alors, les chevaux prenaient le mors aux dents et les gens couraient s'abriter sous les portes cochères. C'est une vieille femme anamite qui,
remarquant son désarroi, prit Cocteau sous sa protection. Elle le conduisit chez elle afin qu'il puisse se restaurer et se reposer. Elle habitait rue de la Rose, dans la vieille ville, une de ces petites rues tortueuses et animées dans le quartier du Panier, et qui s'appelait, au début du XVIIIe siècle, rue de la Pelisserie étroite, en raison des artisans fourreurs qui s'y étaient installés. Une fois remis de ses émotions, Jean expliqua à la vieille femme qu'il avait voulu fuir une famille monstrueuse et n'entendait pas rentrer chez lui. Fut-elle dupe de cette fable? Quoi qu'il en soit, elle ne prévint pas les gendarmes et Jean vécut pendant 1 an sous une fausse identité, celle d'un certain Jean Bourgoin, un jeune garçon de son âge qui s'était noyé et dont il avait récupéré les papiers. Cette histoire semble un peu farfelue, mais c'est Cocteau lui-même qui la rapporta. Et le moins que l'on puisse faire, faute d'autres témoignages, n'est-il pas d'y croire, ou de faire semblant d'y croire? Il aurait été, un temps, serveur dans un restaurant chinois, et aurait vécu, raconte-t-il encore, avec les voyous de Marseille qui conduisaient les touristes au château d'If et allaient danser le soir à Aubagne. Si l'on en croit donc son récit, on peut penser qu'il a forcément connu ce fameux quartier réservé, né sous le Second Empire, et qui échappait, disait-on, aux lois et au contrôle de la police. Le quartier réservé de Marseille fascinera de nombreux écrivains jusqu'en 1943 et sa destruction par les Allemands avec l'ensemble de la vieille ville. Dans ces rues étroites, où le soleil ne pénétrait qu'en biseau, ces dames vendaient leur charme, souvent assises sur le pas des portes ou à l'étal des balcons. André Suarez dépeindra avec émotion toutes ces rues pittoresques dans Marsillo, un livre éblouissant sur sa ville natale, et il élèvera sa description au niveau de l'hallucination. Ces rues, qui ne sont d'ailleurs, il faut bien le dire, que des ruelles, avec leurs hôtels borgnes, leurs cagoles, leurs nervis et leurs bistrots louches, seront aussi fort bien décrites par Blaise Cendrars ou Albert Londres. Mais, regrettable revers de la médaille, la peinture si parfaite de ces quartiers de la vieille ville finira par devenir malheureusement un véritable cliché qui sera dommageable pour Marseille et façonnera l'envers obscur de l'image solaire et radieuse d'une ville ouverte au vent du monde. En 1906, le père de Marcel Pagnol, qui était instituteur, enseignait alors depuis 2 ans à l'école du Chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille, où son fils entra dans la classe dirigée par mademoiselle Guimard. Le futur auteur de la fameuse trilogie Marius, Fanny, César et de la femme du boulanger sera un admirateur inconditionnel de Cocteau et l'un de ses plus fidèles amis. Sans doute, le jeune Cocteau s'est-il senti libéré et plus sûr de lui à la suite de cette expérience qui fut mal comprise par sa famille, dont on peut imaginer l'inquiétude. Mais Paul, son frère de 13 ans son aîné, avait admonesté sa mère qui voulait partir pour Marseille. Bon, il ne faut pas le rechercher, ça lui fera les pieds. C'est finalement son oncle qui, furieux par cette fuite, prendra l'initiative de le faire arrêter par 2 gendarmes. C'est ainsi que, selon Cocteau, se termina son escapade à Marseille, dont il gardera un excellent souvenir. « Ça m'a fait les pieds parce que ça a été ma meilleure époque », dira-t-il à Roger Stéphane. Souvent, par la suite, il parlera de Marseille, la ville de son affranchissement. En 1907, Cocteau, de retour chez M. Dietz, repasse à nouveau les épreuves du baccalauréat. Mais finalement, il échoue, une fois encore. Tandis qu'à Marseille, à l'école des Chartreux,
le petit Marcel Pagnol réjouissait sa maîtresse et ses parents par ses résultats excellents, sauf pour le chant, car il chantait affreusement faux. Cocteau, dépité, traçait une croix définitive sur ses études. Non, décidément, il n'était pas fait pour ça. Alors sa mère finit par en prendre son parti. Après tout, on peut très bien vivre sans son baccalauréat et sans avoir fait des études universitaires. Peu de temps après, elle s'installe dans un bel immeuble, avenue Malakoff, avec Jean et Cyprien, le domestique dévoué. Elle introduit aussitôt Jean dans le monde, et le jeune homme s'y fait rapidement une réputation de dandy. Il fréquente Catulle Mendès, se lie avec Lucien Daudet et avec Maurice Rostand. Bientôt, Paris allait découvrir, émerveiller le jeune poète qui fut aussitôt adopté. En février 1909, paraît son premier recueil de poèmes, La lampe d'Aladin, et à la fin du mois de mai 1910, son deuxième recueil, Le prince frivole. Ce recueil fera de lui le petit prince des poètes et le rendra célèbre dans la capitale. Mais il faut reconnaître que cette poésie, en somme fort conventionnelle et dont il devient le chantre, exprime la mélancolie de façon superficielle et s'inspire trop nettement des salons mondains de la Belle Époque. Ces poèmes lui vaudront bientôt la réputation d'un prince frivole, et celle-ci, cette réputation, lui collera longtemps à la peau. Avec La danse de Sophocle, son troisième recueil, qui date également de 1910, mais qui ne sortira qu'en juin 1912, Cocteau entre de plein pied dans la mythologie grecque qui, comme on l'a vu, baigna son enfance. L'influence d'Anna de Noailles, qu'il avait rencontrée en février de l'année précédente, est certes visible dans cette œuvre, même si, contrairement à ce qu'ont pu en dire certains, la danse reste une œuvre très personnelle. Dans celle-ci, on découvre l'itinéraire que conduira le jeune poète de 21 ans, qui le conduira du Paris mondain, où il s'était fait une place de choix, vers le sud, dont il se déclare très vite le fils adoptif. Inconsciemment peut-être, bien enfoui dans son âme, il portait en lui le désir violent de revoir ces rivages de la Méditerranée, cette mer magique dont le contact pour lui sera à chaque fois une véritable cure de jouvence, comme en témoigne son poème « La Méditerranée ». Sous le ciel courbe où seul un astre a fait son nid, on a l'impression si sublime et si nette que la mer, suspendue au flanc de la planète, brille et tremble à l'envers sur le gouffre infini, écrit Cocteau dans ce poème éblouissant. Tel jadis le doge de Venise, on peut dire que Cocteau épousera la Méditerranée, qui deviendra pour lui, au fil des années, une obsédante et généreuse source d'inspiration. Dans La danse de Sophocle, il évoque aussi les villes du Sud. J'imagine, en marchant sous le ciel de Paris, leur climat dont le cœur s'accable et se délecte, leur tumulte nouveau, leur âpre dialecte, leur odeur de maïs, de vanille et de riz. Elles sont là. Ce sont 1000 terres promises où notre frais matin entraîne un soir si chaud que, contre leurs terrasses aux balustres de chaux, les gens sont presque nus sous de molles chemises. Ces terres promises, chaudes, colorées, bruyantes et enivrantes, il les a peut-être imaginées la première fois à Marseille, lors de sa fuite, en côtoyant ces marins qui essaiment son œuvre graphique et ces bateaux venant des 4 coins de la planète. Marseille, la porte de l'Orient, était pour lui, comme pour beaucoup de jeunes gens de son temps, le point de départ obligé pour accoster vers ces terres promises à une époque où l'on ne voyageait pas à travers le monde aussi facilement qu'aujourd'hui. Cocteau
adressa l'un de ses premiers exemplaires de la danse de Sophocle à un homme du Sud, le grand héros de la Provence, Frédéric Mistral. Frédéric Mistral était alors au summum de sa gloire littéraire, puisque son œuvre avait été couronnée 2 ans plus tôt par le prix Nobel de littérature avec Mireille. Cet immense poème sur la vie champêtre est un véritable monument élevé à la gloire de la Provence. Mistral était extrêmement populaire à Marseille, où il se rendait souvent, quittant son village natal de Mayenne, pour rencontrer ses amis félibres. Le Félibrige, dont Mistral fut le fondateur et qui continue à œuvrer de nos jours pour la résurgence provençale et occitane, est le plus ancien mouvement culturel identitaire en Europe. Ses membres se réunissent tous les ans dans une ville différente des Pays d'Oc. C'est la Santo Estelo, le congrès du Félibrige. En 1906, ce fut à Marseille, au 52 rue Paradis, alors siège du syndicat d'initiative de Provence, dans un bel hôtel construit de 1728 à 1737 par Alexandre Louet, qui revint ensuite à Jean Arsène Séjourné, puis par héritage au banquier Pascal, dont il conserva le nom malgré les divers propriétaires qui se succédèrent. Cette même année 1906, qui aurait été, rappelons-le, celle de la fuite du jeune Cocteau à Marseille, se déroula sur l'ancien champ de manœuvre militaire, le futur parc Chanot, l'exposition coloniale avec ses extraordinaires palais et pavillons construits pour la circonstance. Ce fut un moment fort pour Marseille, qui devenait la vitrine du pays et voyait confirmer sa position de porte de l'Orient. On peut imaginer l'émotion du jeune Cocteau lorsqu'il envoya son recueil à l'illustre poète. Une émotion et une anxiété proches sans doute de celle de Rimbaud à moins de 17 ans, adressant 2 de ses poèmes à Théodore de Banville, animateur de la nouvelle école parnassienne et considéré alors comme l'un de nos plus grands poètes. Mistral accuse réception à Cocteau le 29 juin en termes dithyrambiques. Excellent et cher poète, j'ai été charmé par cette noble vision, la danse de Sophocle. Parmi tant de productions de la jeunesse littéraire, il me paraît de plus en plus difficile de donner à l'enthousiasme éternellement renaissant une forme assez neuve pour attirer l'attention. Mais cette forme neuve et originale et pure, vous l'avez trouvée et sculptée dans vos poèmes, et je vous en félicite sincèrement. Et merci bien ému pour la dédicace autographe que vous avez inscrite pour moi en frontispice de l'écrin. De tout cœur, Frédéric Mistral, à vous, Cocteau. Cette lettre ne reflète sans doute que partiellement la pensée de Mistral, qui a alors dépassé 80 ans. Il n'existe pas, à ma connaissance, d'autres écrits ou commentaires de Mistral sur Cocteau, ni de correspondance, même ponctuelle, entre les 2 hommes après 1912. Si la critique dans son ensemble célébrera avec la même vigueur que le poète provençal le précoce talent du jeune Cocteau, une ou 2 voix toutefois se voudront discordantes, et elles n'étaient pas de moindre importance. Celle de Georges Duhamel, notamment, qui aurait souhaité que ce recueil fort agréable soit dépouillé de toute préciosité pour être plus vrai. Henri Guéon, dans un article paru dans la NRF en septembre 1912, ne dit pas autre chose, tout en reconnaissant que le jeune poète est extraordinairement doué. Mais il conclut, en guise de conseil, « À son don, il faut maintenant qu'il se voue ». André Gide, de son côté, lui conseillera gentiment de couper le cordon ombilical qui le lie à Anna de Noailles. Et cette même année 1912, ce sera la fameuse injonction de Diaghilev, « Étonne-moi », dernier avertissement salutaire pour Cocteau, qui annoncera alors un tournant décisif, au point que l'on peut dire sans doute
qu'en 1913, un Cocteau nouveau vit le jour. Pour la première fois, Cocteau commença à se poser sérieusement des questions sur la valeur et la signification réelle de ses premiers succès. En 1912, la mort d'Henri Bouvelet, collaborateur de Cérézade, le fait s'interroger avec angoisse sur le destin tragique de certains êtres jeunes. Cette présence de plus en plus visible de la mort et des fantômes de tous ces êtres jeunes disparus prématurément va être déterminante dans la vie et l'œuvre du poète. Le 14 octobre, il rencontrera André Gide pour la première fois et il entreprendra, peu de temps après, ce qui deviendra le Potomac et dans lequel apparaissent des êtres étranges, les Eugènes et leurs femmes, les Humeuses, qu'il commencera par dessiner avant d'écrire une légende au-dessous de chaque dessin. Le dessin, la poésie et l'écriture ne feront souvent qu'un pour Cocteau. Le dessin était en fait pour lui le prolongement de l'écriture. C'était en quelque sorte comme de l'écriture dérivée de sa vocation première, une façon de dénouer l'écriture et la renouer ensuite entièrement. Il précisait ainsi sa pensée. Somme toute, je cerne les fantômes, je trouve les contours du vide, je décide. Cocteau cernera toute sa vie les fantômes. Plus tard, il soulignera que les Eugènes n'étaient pour lui en quelque sorte que la traduction graphique de l'angoisse que suscitait dans une partie de la population française l'imminence de la guerre. Je dis une partie de la population, car de nombreux Français croyaient qu'une guerre était impossible, et d'autres s'en réjouissaient presque, la considérant comme une sorte de jeu. Au début de la guerre, Cocteau se classera dans cette catégorie. Comme la plupart des artistes de son temps, il ne sera pas conscient de l'imminence de la guerre, et lorsque celle-ci éclatera, il ne sera nullement désespéré. Pourtant, inconsciemment, il avait bien assimilé alors les désastreuses conséquences de la guerre, surtout si celle-ci se prolongeait. Dès 1916, le peintre Jacques-Émile Blanche percevra d'ailleurs dans les Eugènes des croquis hallucinants et prophétiques, et en voyant un Eugène, je ne peux m'empêcher de revoir ces civils portant des masques à gaz lors des bombardements à Marseille en 1944. Pour en revenir donc aux années terribles du premier conflit mondial, on peut dire que durant cette période, Cocteau est sur tous les fronts. Celui de la guerre, puisque, bien que réformé, il s'engage dès le mois d'août à la Croix-Rouge, où il est chargé de tâches humanitaires, et il participe en septembre au convoi d'évacuation de blessés en Champagne, alors que Reims est bombardé. Mais aussi sur celui de la poésie, puisqu'il publiera en première page du Figaro du 14 février 1915 son hymne à Joffre. Puis commencera le poème qui deviendra le Cap de Bonne-Espérance. Cocteau fut très éprouvé par cette guerre effroyable dont on commémore le centenaire, une guerre qui fit plus d'1 million de victimes et apporta ruine, désolation et misère dans toute l'Europe. Mais la vie continue. Et le poète rebondit, galvanisé par ses succès littéraires et artistiques. Et je pense particulièrement au succès du ballet Parade, représenté par la troupe des ballets russes de Diaghilev. L'année 1920 sera pour lui une grande année féconde et joyeuse. Sa notoriété ne cessait de grandir. 1 an plus tôt, Raymond Radiguet, un enfant avec une canne, pour reprendre l'expression de Cyprien, est entré dans sa vie. Un enfant de 14 ans, extraordinairement doué, qui écrira 2 romans mythiques, Le diable au corps et Le bal du comte Orgel. Cocteau, alors âgé de 30 ans, vivra avec l'enfant écrivain une singulière histoire d'amour dont les fruits
que nous savourons encore aujourd'hui, furent d'ordre littéraire et artistique. 1920 fut aussi l'année de la création du Bœuf sur le toit, farce américaine, dont, sur une musique de Darius Milhaud, dont le nom deviendra en janvier 1922 celui d'une nouvelle boîte dirigée par Moïse. Enfin, c'est aussi en 1920 que, dans Carte postale, griffonnée sur des nappes en papier de restaurant, Cocteau écrira son ode à Marseille, Marseille le soir et Marseille le matin. Dans Marseille le soir, il évoque les cafés de la cité phocéenne. Marseille le soir. Les cafés de Marseille sont plus beaux que le port. Les marins s'y asseyent dans des carrosses d'or. Ou bien sur leurs épaules déchargent les bateaux pleins des glaces du pôle, de fruits et de gâteaux. La Canebière, prolongée de la rue Noailles et des allées de Meilhan, était devenue à Marseille, au cours du XIXe siècle, la vitrine de la réussite économique de la ville tout entière tournée vers le monde. Plus d'une trentaine de compagnies de navigation y étaient installées alors, les messageries maritimes, Paquet, Freycinet, et des compagnies anglaises, grecques, scandinaves et même japonaises. Les grands hôtels, les commerces de luxe, parfumerie, confection, confiserie, joaillerie, allaient progressivement changer la physionomie de la plus grande avenue du monde, alors même qu'était édifié le monumental palais de la Bourse, siège de la Chambre de commerce, qui sera inauguré par l'empereur Napoléon III en 1860. C'est alors que commença la vogue des grands cafés, une dizaine, rien que sur la Canebière. Des cafés fastueux, à la pointe de la modernité, le café riche, le grand café glacier, le café de France, le café américain de la rue Beauvau, qui rivalisaient par leur magnificence et leur confort avec ceux de la capitale, et dont les terrasses étaient envahies du matin au soir par des consommateurs endimanchés et joyeux. À la fin du XIXe siècle, on pouvait lire dans la revue L'Illustration, à propos de la Canebière, « Asseyez-vous à midi, à l'heure de l'absinthe, sur la terrasse d'un des somptueux cafés qui l'abordent et observez. Tout y est bruit, tout y est lumière, tout y est vie. Des conversations s'échangent dans toutes les langues du monde et des mimiques se dessinent qui accompagnent les conversations. Tout scintille, tout vibre, tout éclate. L'œil et l'oreille ont peine à suivre ce mouvement endiablé et s'y acclimatent difficilement. C'est une gamme de notes sans cesse grimpantes en couleurs et en bruit. » On imagine aisément que Cocteau ait pu être impressionné par cette atmosphère à nul autre pareille et ébloui par ces cafés des 1001 nuits où les marins s'asseyaient dans des carrosses d'or. Le plus beau, certainement le plus beau de tous les grands cafés de Marseille, était sans doute le Grand Café Turc. Cet établissement prestigieux, situé à l'angle de la Canebière et de la rue Beauvau, était décoré à l'orientale, avec des murs revêtus de miroirs byzantins, un superbe plafond peint par François Reynaud, des sièges avec dossiers surmontés de panneaux peints par des artistes marseillais qui le fréquentaient, et une étonnante pendule à 4 cadrans. Symbole de l'ouverture de Marseille sur le monde, elle marquait l'heure turque, arabe, chinoise et européenne. Les serveurs étaient vêtus à la turque, de bonnets rouges et pantalons bouffants, et Théophile Gautier, enthousiasmé par le lieu, s'était écrié en 1853 « C'est une vraie galerie d'art perdue dans un café dont on devrait lithographier les œuvres. » Mais il dut changer de nom au début de la Grande Guerre, la Turquie étant l'allié de l'Allemagne, et s'appellera alors le Café belge. Il ferma définitivement ses portes à la fin de l'année 1919, et il est donc peu probable que Cocteau ait pu s'y attabler. Dans Marseille le matin, ce sont les oiselleries, les petits cireurs,
est l'un de nos restaurants les plus célèbres que Cocteau met à l'honneur. Marseille le matin. Dans leurs jolies oiselleries, Marie, Roman, Clara, Mathieu te vendent des canaris et des singes aux fesses bleues. Des gamins armés de boîtes violent tes pieds dans la foule, et après tes pieds miroitent avec l'azur et les moules. Et à midi, oriflamme, chez Bassot, suspendues en l'air, les portugaises sabots d'un âne qui a marché dans l'eau de mer. Les oiselleries nous ramènent à l'un des ouvrages les moins connus de Cocteau, qui ne l'a d'ailleurs jamais inclus dans ses œuvres complètes, Le mystère de Jean Loiseleur. Il écrira à la fin de l'année 1924, de l'été 1924, alors qu'il se trouve dans un état de détresse morale paroxysmique. Il songe même au suicide, et seul dans sa chambre, il se regarde fixement dans le miroir de l'armoire à glace, le miroir qui va prendre une importance considérable dans sa vie et dans son œuvre, avec la pièce et le film Orphée, mais aussi avec Le sang d'un poète, ou encore La Belle et la Bête, le miroir par où la mort va et vient. Cocteau contemple longuement dans ce miroir son visage défait et blême, et commence à jeter sur le papier, en vrac, ses réflexions, ses sentiments, son angoisse face au temps qui passe. Regardez-vous toute votre vie dans une glace, et vous verrez la mort travailler comme des abeilles dans une ruche de verre, dit l'ange Heurtebise à Orphée. Ces réflexions du poète accablé, sous forme de monologue, seront publiées en 1925, accompagnées de 31 autoportraits, dont 14 coloriés. Jean Loiseleur, c'est évidemment Jean Cocteau. Les oiseaux de notre oiseleur nous font songer aux anges, car les oiseaux dans la mythologie, sont des créatures ailées venues de l'au-delà. Dans les mystères de Jean Loiseleur, les oiseaux, capturés par notre oiseleur, sont en fait des pensées fugitives qui naissent et s'évanouissent, puis renaissent. Ce sont aussi des images de l'inconscient du poète, de sa solitude dans un moment de deuil. Dans l'un de ses monologues, intitulé « Deux oiseaux », Cocteau écrit que le cubisme prend sa source chez Paolo di Dono, surnommé Uccello, oiseau, car il peignait admirablement les oiseaux. Uccello est mort de solitude, une solitude terrible que ressent Cocteau au moment où il rédige ses monologues. Les oiselleries étaient nombreuses à Marseille dans les années 20. Elles étaient tenues le plus souvent par des Asiatiques, et on y trouvait toutes sortes d'animaux, des singes aux fesses bleues et des oiseaux exotiques. Quant aux gamins armés de boîtes, ils feront très longtemps partie de l'image d'Épinal marseillaise. Du fait de son rayonnement, qui s'étendait dans le monde entier, Marseille, premier port colonial en 1920, attirait en masse des hommes et des femmes venus de toute la France, mais aussi de tous les pays. Ils espéraient trouver du travail, vivre mieux et s'intégrer dans cette ville en plein essor. Tous les jours, des navires chargés de nouveaux arrivants accostaient dans le port. Les plus nombreux étaient les Génois, les Napolitains et les Catalans. Généralement peu qualifiés, ces gens, l'espoir chevillé au corps, acceptaient volontiers des emplois précaires. Très nombreux jusque dans les années 30, les enfants, même à l'époque de la scolarité obligatoire, travaillaient eux aussi, quelquefois avec des cordiers sur l'esplanade de la Tourette, ou bien ils exerçaient de petits métiers, camelots ou rayeurs de journaux. Des gosses, parfois âgés de moins de 10 ans, étaient cireurs de chaussures et de bottes, en un temps où les Marseillais ne sortaient dans la rue qu'impeccablement chaussés et chapeautés. On les appelait aussi les décrotteurs. Plus ou moins en guenilles, ils étaient le plus souvent napolitains. Espiègles et malins, ils bénéficiaient toutefois de la surveillance d'un plus grand, et ils furent en quelque sorte
les ancêtres de nos petits laveurs de pare-brise des carrefours. Le soir, ils rapportaient souvent des sommes conséquentes à leurs parents qui parvenaient avec peine à faire bouillir la marmite quotidiennement. Leurs images seront maintes fois reproduites en noir et blanc ou en couleur sur les cartes postales, dont il faut rappeler qu'elles furent inventées par un Marseillais, Dominique Piazza, en 1891. Ils étaient en général installés devant les bureaux de la compagnie de navigation mixte, à l'angle de la Canebière et du Vieux-Port. Mais ils se déplaçaient aussi dans toute la ville en tambourinant de la brosse à chaussures sur leur caisse afin de se faire remarquer. Ils aimaient se faire tirer le portrait par les photographes en quête d'images pittoresques, et notamment Fernand de Taille, successeur de Nadar en 1902, qui immortalisera, avec l'aide de son fils Albert, la vie autour du Vieux-Port. Les petits cireurs marseillais, rois de la débrouille, qui n'avaient rien à envier à ceux de Broadway, apparaîtront parmi les autres petits métiers des rues, dans l'opérette marseillaise au début des années 30, et le thème du cireur sera repris dans l'opérette de 1938, Le Roi des Galéjeurs, avec la chanson du cireur marseillais qui sera interprétée par Alibert. C'est moi qui suis Dominique, le petit cireur du Vieux-Port. Tout le monde connaît ma boutique. Pour cirer, je suis le plus fort. Alors ces petits métiers de rue étaient très souvent pratiqués aussi par les femmes. Poissonnières, marchandes de brousse, marchandes de limaçons ou de fruits. Et ils participaient à cette atmosphère chaleureuse qui se dégageait de la cité phocéenne et faisait, disait-on, tout son charme. Généreuse et accueillante, Marseille ne pouvait pourtant pas faire des miracles. Et ces femmes, ces enfants, mais aussi ces hommes, tondeurs de chiens, vanniers, rempailleurs de chaises, charretiers, qui exerçaient leurs petites activités, le sourire aux lèvres, vivaient chichement. Mais ils parvenaient toutefois à s'en sortir grâce à la solidarité de tous les Marseillais et aussi du fait que Marseille entendait bien ne laisser personne sur le bord du chemin. Et bientôt, ce qui constituait la population flottante, pour reprendre les termes utilisés alors, devinrent l'âme même de la cité et le cœur de ses palpitations. Enfin, Basso. Basso était un célèbre restaurant sur le Vieux-Port qui proposait sur sa carte la fameuse bouillabaisse devenue très vite sa spécialité. Cocteau et Lucien Daudet la dégustèrent avant de s'embarquer pour l'Algérie en mars 1912. Si Basso était à Marseille l'un des restaurants les plus connus, un autre établissement dans la capitale, le Bœuf sur le Toit, connaissait un succès considérable depuis sa récente ouverture. Des gens les plus divers, banquiers, ministres, gens du monde, princesses et cocottes, s'y retrouvaient auprès des artistes, musiciens, poètes, comédiens, peintres, célébrités et gens du monde, que Diaghilev appelait avec affection « nos chers snobs ». Ce soir-là, ils sont venus, ils sont tous là, ceux de la première heure, Marie Laurencin, Stravinsky, Anna de Noailles, Rubinstein, Georges Simenon. Mais ceux qui font le plus de bruit, ce sont incontestablement les derniers venus. Certains regrettent très vite le côté familial du Bœuf dans les premiers mois de son ouverture et se sentent mal à l'aise dans ce qui est devenu une espèce de foire aux élégances. Le sculpteur roumain Constantin Brancusi est de cela. Excédé par cette ambiance, il propose à Radiguet d'aller ailleurs. Ah, pourquoi pas à Montparnasse, dans un petit resto sympa. Radiguet ne se fait pas prier. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils soupèrent donc dans un restaurant simple et accueillant, en compagnie de Nina Hamet, qui vivait avec le peintre polonais Zawado dans l'ancien atelier de Modigliani. Et soudain, après l'addition, Brancusi est soudain comme une illumination. « Partons tout de suite à Marseille », lance-t-il à Radiguet. Nina crut à une blague,
Mais le sculpteur était sérieux, et Radiguet accepta aussitôt la proposition. Sans bagage, sans prévenir personne, mais avec un enthousiasme juvénile, Brancusi et Radiguet, en smoking, prirent le premier train. Décidément, Marseille était toujours la ville choisie lorsqu'on voulait fuir le monde, la capitale, fuir les gens mondains et bien pensants, et s'encanailler dans une atmosphère détendue et joyeuse. Ou bien encore fuir sa famille et son milieu, comme l'avait fait Cocteau en 1906. Les deux amis arrivèrent le soir à Marseille et passèrent la nuit dans les bouges du Vieux-Port. Le lendemain, ils se dirent que finalement, ils pourraient bien s'embarquer pour aller ailleurs. Cet ailleurs dont Marseille était la porte. Tout naturellement, ils pensèrent à la Corse. Mais encore fallait-il que Raymond retrouve une tenue plus pratique et moins voyante, et son camarade le conduisit dans une boutique pour marins afin d'acheter des vêtements. Quelques jours plus tard, Cocteau, au comble de l'inquiétude, reçut un pneumatique des deux fugueurs qui annonçait qu'ils s'amusaient comme des gosses et appréciaient particulièrement le cognac corse, et en l'occurrence la Corse. Cocteau était fou de Raymond Radiguet. La disparition brutale de l'enfant avec une canne, victime de l'alcool et d'une typhoïde, le 12 décembre 1923, fut un coup si terrible pour Cocteau que ses proches s'alarmèrent. L'année suivante, en février, il confie à Étienne de Beaumont « Chaque jour augmente le trou dans lequel je m'enfonce ». C'est alors qu'il commença à fumer des pipes d'opium, comme ankylose du mal qui le dévorait et anesthésiant moral. L'opium, écrira-t-il dans Opéra, c'est un cuisinier qui égorge l'animal. Il enlève l'épaisseur savante entre les personnes mortes et les vivantes. Dans Opium, journal d'une désintoxication écrit en 1928, lors d'une cure de désintoxication, Cocteau analysera avec une grande justesse les sensations et les sentiments qui le traversaient alors. Cet essai, brillant, est le reflet exact de son auteur durant cette période douloureuse. Cocteau se fait quelquefois l'avocat du diable, stigmatisant les médecins qui veulent que l'opium nous émousse et nous ôte le sens des valeurs. Dans cet essai, il en vient aussi à évoquer Marseille et écrit « À Marseille, chez les anamites, où l'on fume avec un matériel propre à dérouter la police, tuyaux à gaz, bouteilles, échantillons de bénédictine percés d'un trou, épingles à chapeau, les cafards et les araignées forment le cercle en extase. » On se souvient que Cocteau, lors de sa fugue à Marseille, avait été recueilli par une vieille anamite. Dans Opium, Cocteau nous relate également son escapade sur l'un des plus grands paquebots de la ligne Marseille-Saigon qui attendait l'appareillage. Ce sont les oliviers de Provence que ces jeunes fumeurs m'évoquent, écrit Cocteau. Les oliviers tortueux sur la terre rouge, plate, et dont le nuage d'argent reste suspendu en l'air. Opium, qui foisonne d'anecdotes diverses, est un livre essentiel et d'un grand intérêt pour qui veut mieux comprendre l'œuvre de Cocteau, car il contient de multiples réflexions sur les rapports entre l'opium, la drogue en général, et la création littéraire et artistique. Il est par ailleurs illustré de nombreux dessins cauchemardesques et sublimes que Cocteau réalisa pendant sa cure et qui évoquent avec violence les souffrances du sevrage. La souffrance, d'ailleurs, fera partie du quotidien de Cocteau durant la majeure partie de sa vie. Souffrance physique et souffrance morale. Souffrance liée souvent à l'opium, ou plus exactement à la désintoxication de l'opium. Il subira de nombreuses cures de désintoxication dans sa vie, dont peut-être la plus efficace en 1941 à l'initiative de Jean Marais. En 1924, Cocteau semblera toucher le fond. Souvent, le poète songera à la mort, qui avait déjà pesé sur son existence dès l'enfance avec le suicide de son père. Elle pèsera sur sa sensibilité avec la disparition de jeunes gens, Raymond Laurent, Jean Leroy, Radiguet, Jeanne Bourgoin,
Et plus tard, Jean Desbordes, Marc Jacob, Christian Bérard, Colette. La mort menaça aussi très souvent sa santé fragile, mais elle devint très vite une présence familière, se mêlant à sa vie, et il ne la redoutera pas, et se jouera souvent d'elle, notamment dans ses films. Le privilège du poète est qu'il sait vivre avec elle grâce à la poésie qui prédispose au surnaturel et donc à la mort. Le poète possède l'intuition. Il devine l'invisible dans le visible et installe l'imaginaire dans le réel. Pour Cocteau, la poésie est l'instrument avec lequel il décortique ce monde invisible et apprend à connaître l'au-delà. Comme il écrit dans le premier poème du recueil Opéra, « Toute ma poésie est là, je décalque l'invisible, invisible à vous. J'ai dit, inutile de crier, haut les mains, au crime déguisé en costume inhumain. J'ai donné le contour à des charmes informes, des ruses de la mort, la trahison m'informe. J'ai fait voir, en versant mon encre bleue sur eux, des fantômes soudain devenus arbres bleus. » Après la mort et la poésie, les fantômes seront toujours très présents dans l'âme et l'esprit de Cocteau. Et le mot fantôme revient même de façon récurrente dans ses écrits, comme les mots ange, étoile, mort, miroir. Le fantôme, selon la définition que nous en donne le Petit Larousse, est une apparition accompagnée de la croyance à l'existence d'une personne qui n'est plus. Contrairement à ce qu'il a pu dire quelquefois, Cocteau ne redoutait pas les fantômes qui souvent hantaient ses nuits. Comment aurait-il pu redouter ces fantômes qui étaient ceux de ses amis disparus? Il tentera même d'entrer en contact avec eux et de retrouver ces êtres chers en pratiquant les tables tournantes, surtout dans les années 20, et notamment chez Jean Hugo et son épouse Valentine. Pour lui, c'était en quelque sorte une manière de traverser le miroir et de retrouver ses chers disparus. Carole Weisweller, dans l'un de ses ouvrages consacrés au poète qu'elle a connu alors qu'elle était petite fille et qui habitait chez sa mère à Saint-Jean-Cap-Ferrat, écrivit « Cocteau cachait son mal-être sous une conversation éblouissante. Seul d'ailleurs l'art de la conversation ranimait chez lui sa joie de vivre et mettait entre parenthèses ses tourments. En fait, comme il avouera lui-même, dans la conversation, si l'âme circule, il m'arrive d'oublier les chagrins que je quitte, un mal dont je souffre, de m'oublier moi-même, tant les mots me grisent et entraînent les idées. » La joie de vivre, elle se ravivait aussitôt chez Cocteau dès qu'il arrivait dans le Sud, et en particulier à Marseille, où il fera de fréquents séjours dans les années 30. En dehors de ces deux singulières autobiographies que sont le Potomac et la fin du Potomac, Cocteau écrivit 4 romans. Le Grand Écart et Thomas l'imposteur en 1923, Le Livre blanc en 1928 et Les Enfants terribles en 1929, ainsi que de nombreuses nouvelles fort intéressantes. Parmi celles-ci, on trouve le fameux Fantôme de Marseille, rédigé en 1933, une histoire qui commence de façon légère et souriante, puis se termine de façon dramatique. À Marseille, Achille, petit malfrat marseillais, qui vient de réussir un cambriolage, entend bien passer inaperçu et éviter qu'on ne le reconnaisse. Marthe, sa maîtresse, qui travaille dans une maison bourgeoise, imagine alors de le transformer en femme. Ainsi travesti, il se sent plus libre et commence à sortir. Mais un jour, près du célèbre Cercle des Nageurs, dans le quartier des Catalans, il s'empêtre dans sa robe et ses hauts talons au moment de traverser la rue et se fait renverser par la voiture d'un riche industriel d'âge avancé, Monsieur Fabre Maréchal, fabricant de l'huile d'olive Maréchal, et l'une des plus grosses fortunes de Marseille.
Celui-ci ne sait comment se faire pardonner. Et comme il est aussitôt séduit par sa jeune et belle victime, Achille va se retrouver dans le rôle de la brave fille entretenue. L'aventure l'amuse, d'autant plus qu'en peu de temps, il dispose d'une petite fortune, une petite fortune en perles notamment. Toutefois, afin que se prolonge la confusion sur son sexe, il fallait absolument qu'il puisse passer pour une vertu et résister à toutes les assiduités du vieux monsieur, ravi et fier de sa conquête. Voulant s'afficher avec elle dans tout Marseille, Fabre Maréchal l'invite dans une boîte de nuit à la mode, mais Achille, grisé par le champagne, oublie qu'il est une femme et commence à se trahir par son attitude. Jusqu'au moment où, reconnaissant le chasseur en bas de l'escalier, le chasseur, qui n'est autre que son ancien compagnon de cambriolage, siffle dans ses doigts, enfourche la rampe, glisse et se tue au bas de l'escalier. La comédie se transforme en drame. La robe déchirée de l'infortuné Achille dévoile sa véritable identité. Le vieux, comme l'appelle Marthe, est effondré. Il avait cru s'éprendre d'une orpheline sans le sou et n'aimait qu'un petit voyou sous une apparence de jouvencelle. Des questions se posent aussitôt. Se sentait-il attiré inconsciemment par l'homme sans le reconnaître? Cocteau aborde dans cette nouvelle le dramatique dédoublement de la personnalité permis par le travestissement. Cette conjugaison, cette osmose du mâle et de la femelle en une seule personne, ce sexe double se révèle un leurre et ne laisse à ses victimes que le souvenir d'un mirage qui se dissipe, d'un fantôme qui disparaît. Maréchal sera abattu d'un coup de revolver par Marthe, qui confiera au juge d'instruction qu'elle ne regrettait en rien son acte, vu que ni elle ni Maréchal n'auraient pu vivre sans Achille. Mais c'est bien ce qu'exprime Marthe dans l'adaptation scénique qui sera faite du fantôme à propos de Maréchal et qui justifie le titre à la fin de cette singulière farce devenue drame. Monsieur le juge d'instruction, il aimait, il était amoureux, et il était amoureux d'un fantôme. C'est Édith Piaf qui interprétera le rôle de Marthe, Achille devenant Maxime dans cette version jouée, et Fabre Maréchal devenant Valmorel. Alors, quand il venait à Marseille, Cocteau avait pris l'habitude de descendre au Grand Hôtel Beauvau, l'un des établissements emblématiques de la cité phocéenne, situé en plein cœur de la ville face au Vieux-Port. Cocteau l'adopta en 1937 en raison essentiellement du site méditerranéen d'exception qui s'offrait à lui dès qu'il ouvrait sa fenêtre le matin, et aussi du vacarme cocasse, charmant, énorme, naïf et ininterrompu, qui ne ressemblait à aucun autre et appartenait en propre au Vieux-Port. De sa chambre, celle-là même dans laquelle George Sand et Chopin concoctaient leurs escapades aux Baléares, il se délectait de l'odeur de Marseille qui donne de l'espoir, de la lumière vivifiante, du ciel lumineux et des sons qui semblaient monter en crescendo en même temps que le soleil au-dessus de la ville, cris des poissonnières, appels de la promenade au légendaire château d'If, auréolé de prestige, le prestige que lui conférait le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, mais aussi piano mécanique et orgue de barbarie évoqués par Albert Londres en 1927 dans Marseille, porte du Sud. Et puis il y avait le fameux pont transbordeur, dont les Marseillais étaient très fiers et que l'on appelait la Tour Eiffel marseillaise. Comme sa glorieuse aînée, d'ailleurs, le pont transbordeur, construit en 1904 par l'ingénieur marseillais Ferdinand Arnaudin, fut l'objet des plus violentes critiques. La seule vision d'un tel machinisme n'allait-il pas agresser quotidiennement la population?
Oh, sans parler de l'esthétique de la ville, irrémédiablement défigurée par cette horreur cauchemardesque. Durant plus d'un an, les discussions allèrent bon train autour du Vieux-Port et la presse s'en faisait régulièrement l'écho. Pourtant, au fil des années, le pont transbordeur, qui affichait avec fierté le désir de Marseille d'aborder résolument le XXe siècle et consacrer son rôle et son importance, fut adopté par la population. La raison devait triompher, l'œil allait s'habituer et le cœur suivre. Il devint très vite un objet d'attraction pour les touristes lors des deux expositions coloniales de 1909 et de 1922 et de la première foire de Marseille en 1924. Il finira même par devenir le monument emblématique de Marseille sur le même plan que la Bonne Mère. Cocteau, qui en 1921 enflamma le monde artistique parisien en créant avec ses amis du groupe des Six les Mariés de la Tour Eiffel, une pièce délirante devenue rapidement le symbole des années folles et qui rend un vibrant hommage à la Dame de Fer, célébrera le rayonnement obscur des fils de fer du pont transbordeur, semblable à deux douches d'encre noire en face du diadème des maisons aux teintes d'ossuaire et des masses plates de la citadelle, les forts Saint-Nicolas et Saint-Jean. C'est à Marseille, toujours en 1937, que Cocteau découvre, dans le bar du Grand Hôtel, transformé en cabaret, baptisé le Tyrol, un jeune chanteur un peu fou, en costume-cravate, à la boutonnière et chapeau renversé, et qui commençait à connaître un succès considérable à Paris, avec « Il y a de la joie », mais aussi « Je chante ». Pour Cocteau, le doute n'était pas permis. Charles Trenet, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, était un poète, et un grand poète. Immédiatement, il mesura l'étendue de son talent. C'est un peu grâce à lui que Trenet connaîtra sa fulgurante carrière, tout comme Jean Sablon, Marianne Oswald, évidemment Édith Piaf. Pour Cocteau, avec Charles Trenet, la poésie descendait dans la rue. Le fou chantant fut très ému de rencontrer le grand poète, mais Cocteau sut le mettre à l'aise immédiatement. Les deux hommes sympathisèrent très vite et une grande amitié allait naître entre eux. La joie de vivre de Trenet était communicative, et Cocteau, en sa présence, oubliait ses peines. Jean Marais rapportera dans ses souvenirs qu'ils s'amusaient comme des gosses et que leur rire d'enfant lui parvenait à peine assourdi par un fin miroir. Douce musique. C'est grâce à Cocteau que Trenet fera la connaissance de Max Jacob, avec lequel il entretiendra une amitié précieuse jusqu'à sa mort en déportation au camp de Drancy en 1944, et qui sera l'un de ses grands inspirateurs. Si Cocteau aimait, depuis toujours, on peut dire, depuis pratiquement son enfance, la musique et la chanson, il aimait aussi toutes les formes de spectacle, depuis le cirque de son enfance jusqu'aux courses de taureaux et aux corridas. Il était émerveillé par le cérémonial, les couleurs chatoyantes et l'ambiance toute particulière des corridas qu'il avait découvert en 1909 à Saint-Sébastien lors d'un séjour estival chez les Rostand à Arnaga. Il précisera à Roger Stéphane, dans son entretien de 1963, « Les corridas, nous y allions parce qu'on habille le torero comme un fiancé pour ses noces. Et puis, il entre dans l'arène et il ne s'agit pour lui de tuer l'ambassadeur de la mort pour que la mort ne vous épouse pas. » Le 19 juillet 1938, il publie dans Ce Soir un texte que l'on retrouvera en marge de la fin du Potomac, titré « Marseille espagnole », dans lequel il évoque le spectacle à Marseille d'une corrida remarquable dans laquelle on retrouvait le vieux cérémonial espagnol avec ses règles, son quadrille dramatique et théâtral, cette danse pathétique avec la mort qui débute par les capes jaunes et pourpres dont le Mistral dérange la chorégraphie.
Quelquefois, le taureau semblait réaliser qu'il participait à une sorte de cérémonie sacrificielle, et une fois le coup reçu, il oubliait sa fureur et s'agenouillait devant son bourreau. À son tour, celui-ci s'agenouillait et se couchait à ses côtés comme pour communier avec lui à cette mystérieuse et flamboyante liturgie. Le drame prenait immédiatement le large, écrit alors Cocteau. Il perdait son aspect d'abattoir ou de crime. Isolé, sourd, aveugle au centre des acclamations, l'homme et la bête chamarrés de broderies et de banderilles paraissaient imbibés de leur propre sang l'étoffe morte. La bête inclinait en désordre vers l'homme les terribles roses trémières de son encolure. On ignore la date exacte de cette corrida marseillaise, mais ce que l'on sait, c'est que dans les années 30, les corridas étaient nombreuses et très prisées dans la cité phocéenne. Dans les années qui précédèrent la guerre, la Seconde Guerre mondiale, si l'on chante et si l'on s'amuse, si l'on est friand de tous les spectacles, on se déchire aussi dans le domaine politique, après l'émergence du Front populaire et la montée en puissance des ligues fascistes. Cocteau trouvera sans doute dans la poésie une échappatoire durant ces années sombres, mais il n'en continue pas moins à mener une vie normale et à fréquenter le monde intellectuel et artistique qui demeure très bouillonnant durant l'occupation. Il tentera en vain de sauver de la barbarie nazie son ami Max Jacob en 1944 et son compagnon des années 30, Jean Desbordes. La tragédie de Cocteau fut de perdre en un peu moins de 5 ans ses amis les plus chers, à commencer par Marcel Kiel, son compagnon du Tour du Monde, tué au front en 1940. Il en ressent une grande tristesse, mais aussi une grande sérénité. Dans Discours du grand sommeil, le mort du poème Visite déclare « Les vivants et les morts sont près et loin les uns des autres comme le côté pile et le côté face d'un soir, les 4 images d'un jeu de cubes. Désormais, les fantômes seront plus nombreux autour de Cocteau que les vivants. Mais, fort heureusement, comme il écrira dans La difficulté d'être, les bombes ne tuent pas les fantômes. Après la guerre, Cocteau s'efforcera d'amuser ses lecteurs comme s'il voulait les faire participer à un jeu afin de masquer la réalité souvent tragique, et ceci à travers des récits fantastiques où l'on ne perçoit pas au premier abord tout le côté obscur et cauchemardesque. Parmi ces poèmes, on rencontre à nouveau un fantôme atypique celui-là, un fantôme trop réel, au point d'en perdre sa personnalité et son âme. Si on peut parler d'âme pour un fantôme, le fantôme réaliste. L'ennui de ce fantôme était d'être réaliste, écrit Cocteau, et même jugé néo-réaliste par d'autres fantômes abstraits. Par exemple, il arrivait souvent que des personnes normales et vivantes le prissent pour une personne normale et vivante et lui adressent la parole. Alors il disparaissait d'un seul coup sans avoir recours à ce fondu enchaîné cher au cinéaste. Les personnes normales et vivantes croyaient qu'une personne normale et vivante, en chair et en os, était entrée chez elle et avait quitté leur chambre. Malgré toutes ces tentatives, le fantôme réaliste ne parvenait pas à la transparence, au vague, au flou, au style. Son rêve eût été de se rendre méconnaissable. Sa tristesse devint telle qu'il résistait même à la tentation d'apparaître. Mais parfois, il apparaissait sans le vouloir. Son costume d'époque le faisait prendre pour un acteur dont on s'étonnait seulement qu'il errât comme dans une coulisse à travers les salles obscures d'un château d'Écosse. Ce fantôme réaliste n'est-il pas peut-être celui qu'il incarnera lui-même dans son dernier film, Le Testament d'Orphée, tourné en partie dans les carrières des Baux-de-Provence, 3 ans avant sa disparition. Un film qui ne ressemble à aucun autre et qui est le film testament du poète cinéaste. Dans les années 50, Cocteau devient le Méditerranéen,
qui va ressentir alors le besoin de peindre, avec son amie Francine Westweiler à ses côtés, broyant elle aussi ses couleurs dans des senteurs d'huile, et Édouard d'Hermite, croquant ses esquisses au fusain. Une véritable frénésie créatrice va s'emparer du poète, et rien ne semblera pouvoir l'arrêter alors. Des murs de la villa Santo-Sospir à la chapelle Saint-Pierre de Villefranche, en passant par ses carnets qui ne le quittaient pas, il griffe ou caresse la vie avec une plume, un pinceau, un chiffon, un crayon de couleur dans le prolongement de ses mains de magicien. La Méditerranée et le soleil du Sud l'ont fait renaître à la vie après une période de doute et de déprime. Aujourd'hui, en 2015, 51 ans après sa mort, Cocteau est toujours vivant dans le Midi, et plus particulièrement à Marseille. Et je reste persuadé que son fantôme hante toujours les rues pittoresques de la vieille ville du côté du Panier, quand le soleil se couche sur cette mer Méditerranée qui l'aima tant et qui, suspendue au flanc de la planète, brille et tremble à l'envers sur le gouffre infini. Prenez le temps d'y flâner, et vous aurez peut-être la chance de croiser le fantôme de ce jeune homme un peu étonné, échappé d'une boîte à bachots et qui aspirait tant à la liberté, et surtout était à la recherche de lui-même dans cette ville qui le fascinait et deviendra pour lui la ville de son affranchissement. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup.